Dans cet exercice et l'exercice suivant, on a des exemples de matrices non diagonalisables. Ou du moins non diagonalisables sur R pour cette matrice-là. Et une matrice peut être non diagonalisable essentiellement pour deux raisons. La première étant que son polynôme caractéristique n'est pas scindé sur le corps de base sur lequel on travaille. Et l'autre raison va être explorée dans l'exercice suivant. Vous avez un polynôme caractéristique scindé, vous arrivez à trouver toutes les racines du polynôme caractéristique dans votre corps de base, mais vous avez des racines multiples, et pour certaines de ces racines multiples, il n'y a pas suffisamment de vecteurs propres linéairement indépendants. Donc vous n'arrivez pas à trouver une base formée de vecteurs propres. Commençons par cet exemple. Donc j'ai cette matrice. La première chose, c'est de chercher les valeurs propres, et puis les vecteurs propres associés à ces valeurs propres. Mais pour chercher les valeurs propres, il faut calculer qui A de X, le polynôme caractéristique. Et donc je prends la matrice A, je mets moins X sur la diagonale, et je calcule le déterminant, et ça c'est X2 plus 1. X2 plus 1 n'a pas de racine réelle. Et donc le spectre de A sur R est vide. Pas de valeur propre, donc pas de vecteur propre, donc pas de base formée de vecteurs propres. Ça s'arrête là. Si on veut travailler sur R. Mais si mon corps de base est C, donc je me permets de décrire des vecteurs avec des coordonnées complexes et accepter une loi externe avec des complexes, donc j'accepte des valeurs propres complexes, et donc dans ce cas, ça va être différent. Donc sur C, je factorise qui A. Donc qui A de X, ce n'est autre que X moins I, X plus I, et on dit que le spectre de A sur C, c'est égal I et moins I, et donc cherchons les vecteurs propres pour I, vecteurs propres pour moins I. Pour lambda égale I, donc je veux un vecteur V, tel que A fois V, c'est I fois V. Autrement dit, A moins I fois l'identité multipliée par V égale 0. Donc A moins I identité, c'est la matrice avec moins I, moins 1, 1 et moins I. Je veux multiplier avec un vecteur AB pour avoir le vecteur 0, 0. Et donc je veux trouver AB. Non nul. Ça équivaut à dire que moins IA moins B égale 0, et aussi A moins I fois B égale 0. Mais ce système est lié, justement parce que I est une valeur propre, et on constate en effet que la deuxième équation n'est autre que I fois la première. Donc le tout est équivalent à dire que A égale IB. Et un vecteur propre, on prend V1, c'est le vecteur, je prends par exemple B égale 1 et A égale I. Je peux maintenant venir essayer et voir si je suis trompé dans le calcul, multiplier A par le vecteur obtenu, le vecteur I1, et voir si ça me donne lambda fois le vecteur, c'est-à-dire I fois le vecteur. Donc ça devrait donner, si je ne me trompe pas, I fois le vecteur, c'est-à-dire I2 moins 1, et I fois 1, ça fait I. Est-ce que c'est le cas? En effet, la première coordonnée c'est I fois 0, plus 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Et la deuxième coordonnée, c'est I fois 1 plus 0 fois 1, ça fait I. Et c'est bon. Maintenant, pour lambda égale moins I, je peux faire le même calcul, en fait, avec moins I à la place de I. Mais je vais tomber sur, je peux le dire directement, en fait. J'obtiens V2 égale, conjugué de V1 comme vecteur propre, moins I, 1. J'obtiens ça comme vecteur propre. Un vecteur propre possible. Parce que la matrice est réelle. Si la matrice est réelle, et vous avez que A fois un vecteur V, c'est égal lambda fois V. Quand vous conjuguez le tout, vous aurez A bar fois V bar, conjugué complexe, je veux dire par là, égal lambda bar fois V bar. Mais A bar égale A, parce que la matrice est réelle. Donc A fois V bar égale lambda bar V bar. Donc si V est un vecteur propre pour lambda, alors V bar est un vecteur propre pour lambda bar. Ces deux vecteurs-là, V1 et V2, sont linéairement indépendants. Clairement, aucun est égal à lambda fois l'autre. Et en plus, comme on a dit, comme on va le démontrer, sont des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes. Donc ils sont linéairement indépendants. Et ils forment une base de C2. Du C espace vectoriel C2. Remarquez en fait que si je vois A comme un endomorphisme de R2, cet endomorphisme c'est la rotation de 90 degrés. Et certainement, il n'y a pas de valeur propre et vecteur propre réel. Aucun vecteur non nul n'est parallèle à son image. Mais dans C, c'est autre chose. Donc, je peux calculer la matrice de passage
de l'ancienne base que je vais appeler B à la nouvelle base B', ou bien de la base E1, E2 à la base V1, V2, c'est les vecteurs V1 et V2 écrits en fonction de E1 et E2, donc c'est I1 pour V1 et moins I1 pour V2. Celle-là, je l'appelle P, et P-1 alors, c'est celle qui permet d'exprimer E1 et E2 en fonction de V1 et V2, calculons ça. Voilà, en écrivant V1 et V2 en fonction de E1 et E2, si j'additionne, j'obtiens directement E2, donc E2 c'est égal à 1 demi V1 plus 1 demi V2, donc j'écris P-1 sur la première, voilà, sur la deuxième colonne j'ai 1 demi, et pour avoir E1, donc je retranche, j'obtiens 2IE1, c'est égal à V1 moins V2. Et alors E1, c'est égal à 1 sur 2I V1 moins 1 sur 2I V2. C'est égal à moins I sur 2 V1 plus I sur 2 V2. Et alors la première colonne, c'est moins I sur 2 et plus I sur 2. Donc on a trouvé une base de vecteurs propres, on a même calculé les matrices de passage et matrices de passage inverse. Et donc je peux dire que la matrice diagonale que j'ai obtenue, qui est I et moins I, c'est égal à P-1 fois la matrice de départ fois P. Et voilà. Donc quand on dit on veut diagonaliser, il faut certainement trouver une base formée de vecteurs propres et souvent aussi trouver la matrice de passage inverse aussi. Donc voilà. Il faut faire attention à une chose ici, en fait. Les valeurs propres sont I et moins I. Mais j'ai écrit cette matrice-là, c'est I d'abord, puis moins I. Je n'ai pas écrit moins I. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'ordre que j'ai adopté partout. Parce que aussi, quand j'ai écrit la matrice P, c'est V1 et V2 en fonction de E1 et E2. Ce n'est pas V2 et V1 en fonction de 1 et E2, quelque chose comme ça. Et c'est le même ordre que l'on a adopté pour P-1. Donc P-1, c'est E1 et E2 en fonction de V1 et V2, et non pas en fonction de V2 et V1. Mais si je veux toujours permuter V2 et V1, alors je permute aussi leurs valeurs propres. Donc j'écris dans cette matrice-là, I d'abord, et moins I d'abord, puis I. Question suivante. Cette matrice-là, est-elle diagonalisable? Cette matrice-là, on va appeler A aussi. Donc c'est une matrice nilpotente, non nulle. Je vais calculer A2. Ce sera la matrice nulle. Les matrices nilpotentes non nulles sont un exemple typique de matrice non diagonalisable. Donc typiquement, une matrice nilpotente, c'est une matrice triangulaire strictement supérieure ou strictement inférieure. Donc disons avec 0 sur la diagonale, 0 au-dessous de la diagonale et quelque chose strictement au-dessus. Et donc cette matrice-là, si je l'appelle M, j'aurai que M à la puissance N, donc c'est une matrice carrée de taille N. M à la puissance N, forcément c'est la matrice nulle. Et donc si M est non nul, donc s'il y a un coefficient non nul dans la partie supérieure, ce sera une matrice non diagonalisable. Mais pas seulement les matrices nilpotentes. Par exemple, si j'ai n'importe quel lambda sur la diagonale, donc supposons que j'ai un lambda sur la diagonale, le même lambda. Ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être n'importe quoi. Et j'ai 0 au-dessous de la diagonale. Et des coefficients au-dessus de la diagonale. Donc si j'ai n'importe quel coefficient non nul au-dessus de la diagonale, cette matrice-là ne sera pas diagonalisable. Donc lambda peut être égal à 1. Et maintenant, si j'ai un coefficient non nul au-dessus, celle-là, automatiquement, c'est pas diagonalisable. Et pourquoi? Parce que une telle matrice, disons matrice M, son polynôme caractéristique, je mets moins x sur la diagonale et je prends le déterminant. Mais la matrice est triangulaire. Donc le polynôme caractéristique, c'est lambda moins x à la puissance, la dimension. Donc le spectre ne contient que lambda. Et donc si si M est diagonalisable, alors il doit y avoir un certain P inversible, tel que M, c'est P-1 fois la matrice diagonale avec lambda sur la diagonale et 0 ailleurs, fois P. Mais cette matrice-là, à l'intérieur, c'est lambda fois l'identité. Je sors lambda à l'extérieur, j'ai lambda fois P-1 fois l'identité de taille N fois P. C'est égal à lambda. Bon, P-1 fois identité, c'est P-1, et P-1 fois P, c'est identité. Si jamais M est diagonalisable,
elle doit être égale à lambda identité. Et donc, elle n'a pas le droit d'avoir un truc non nul en dehors de la diagonale. Et donc, par contraposition, s'il y a lambda sur la diagonale, 0 en dessous, et quelque chose non nul au-dessus, automatiquement, c'est une matrice non diagonalisable. Donc, essentiellement, ce qu'on a vu ici, c'est que la seule matrice qui est semblable à une matrice scalaire, bon, ces matrices-là, lambda identité, on les appelle matrices scalaires. Donc, la seule matrice qui est semblable à une matrice scalaire, c'est juste la matrice scalaire elle-même. Pas d'autres matrices qui lui sont semblables. Les deux cas qu'on a vus sont les cas typiques de matrices non diagonalisables. Donc, soit le polynôme caractéristique n'est pas scindé sur le corps, soit si c'est le cas, on va voir dans la décomposition de Danforth que si, disons, j'ai un endomorphisme en dimension finie, polynôme caractéristique scindé, et si tout de même c'est pas diagonalisable, il y a un phénomène comme celui-là ici, qui se produit sur l'un des sous-espaces de l'espace. En fait, un des sous-espaces caractéristiques, qui sont autre chose que les sous-espaces propres. On va les définir.